Imaginez, dans une communauté tranquille de Rambouillet, une petite ville paisible des Yvelines, les habitants sont saisis d'effroi par une découverte macabre dans le vieux réfrigérateur d'un homme. La police y trouve un grand nombre de saucisses artisanales. Mais ce qui glace le sang de tous, c'est que ces saucisses ont été fabriquées avec la chair de sa propre belle-fille. Voici l'histoire vraie qui va exposer la cruauté d'un tueur au sang-froid et révéler une facette sombre de la nature humaine que personne n'aurait pu imaginer. Lundi 4 juillet 2022. L'atmosphère au commissariat de police de Rambouillet était plutôt calme. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon, ses rayons éclairant les rues de la ville encore marquées par une longue sécheresse. Dans la salle d'attente du service d'investigation, un jeune homme au visage blême entra précipitamment, un petit sac à la main. Sa respiration était saccadée, ses yeux rougis par le manque de sommeil, comme s'il venait de faire un long voyage sans s'arrêter. L'homme se présenta. Antoine, 30 ans, chef de projet sur un chantier de construction à Lyon. En raison de son travail, il ne pouvait rentrer chez lui à Rambouillet qu'1 à 2 fois par mois. Mais ce matin-là, Antoine se tenait devant les officiers, la voix empreinte d'une angoisse palpable. Il venait signaler un événement qui lui brisait le cœur. Mélanie, sa femme de 28 ans, avait mystérieusement disparu. Antoine expliqua, d'une voix tremblante, que depuis 3 jours, il était incapable de la contacter. Son téléphone portable était constamment éteint. D'habitude, même à distance, ils s'appelaient chaque soir, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles ou entendre la petite voix de leur fils, Léo, qui venait d'avoir 4 ans. Jamais Mélanie n'avait éteint son téléphone aussi longtemps. Jamais, répéta Antoine, les larmes aux yeux. Alors que ses soupçons s'intensifiaient, Antoine avait tenté de contacter son beau-père, qui vivait avec Mélanie et Léo. Il s'agissait de Serge, 54 ans. Serge était un charcutier traiteur qui vendait des saucisses, des pâtés et d'autres produits à base de porc et de bœuf depuis leur maison. Mais la réponse de son beau-père ne fit qu'aggraver l'angoisse d'Antoine. Selon Serge, la veille, lui et Mélanie s'étaient disputés à propos d'argent. Mélanie lui avait demandé une somme pour l'envoyer à sa mère malade en Normandie. Serge, endetté à cause de jeux d'argent et d'une affaire qui tournait mal, avait refusé. La dispute avait éclaté et finalement, Mélanie avait quitté la maison, le visage furieux, avec seulement quelques vêtements. Mais le cœur d'Antoine refusait de le croire. Mélanie n'aurait jamais abandonné Léo comme ça. Elle aime notre fils plus que tout. Peu importe sa colère, elle n'aurait jamais eu le cœur de laisser notre petit garçon seul, déclara Antoine, la voix rauque d'émotion contenue. Cette affaire étrange attira immédiatement l'attention du capitaine de police Dubois, un jeune officier de la brigade d'investigation de Rambouillet. Il était habitué au signalement de personnes disparues, mais le cas d'une jeune mère, s'évanouissant soudainement en laissant derrière elle, son jeune enfant était toujours traité comme une priorité absolue. Son instinct de détective lui disait que quelque chose clochait. Le récit de Serge manquait de cohérence dès le départ. Pourquoi Mélanie serait-elle partie, sans emporter de papiers importants? Pourquoi n'avait-elle donné aucune nouvelle à sa famille en Normandie? Et, plus suspect encore, pourquoi Serge semblait-il si étrangement calme face à la disparition de sa belle-fille? Tout cela soulevait de sérieuses questions. Voyant le désarroi d'Antoine, le capitaine Dubois tenta de le rassurer. « Calmez-vous, monsieur. Nous allons immédiatement lancer les vérifications. Plus nous agirons vite, plus nous aurons de chances de retrouver Madame Mélanie. » Ces mots furent comme un baume pour Antoine, même si son cœur continuait de battre la chamade. Peu de temps après, une petite équipe de police, dirigée par le capitaine Dubois, se rendit à la maison d'Antoine à Rambouillet. Durant le trajet, Antoine resta silencieux, le visage baissé, retenant ses larmes. Les images du visage de Mélanie et du sourire innocent de Léo tournaient en boucle dans sa tête, rendant le voyage insupportablement long. Il n'avait jamais imaginé revenir dans les Yvelines dans de telles circonstances, non pas pour se reposer ou retrouver les siens, mais pour chercher la trace de sa femme disparue. Lorsque la voiture de police tourna dans la petite allée menant à leur maison, l'atmosphère du quartier semblait normale. Des enfants jouaient, des femmes étendaient leur linge, et le chant des coqs se mêlait au bruit du matin. Mais derrière cette tranquillité se cachait un sombre secret qui, dans quelques heures, secouerait tout le voisinage et laisserait une cicatrice inoubliable. À partir de cet instant, ce qui avait commencé comme une simple affaire de disparition se transforma progressivement en une histoire obscure.
pleine de mystères, qui entraînerait tout le monde vers la vérité la plus terrifiante qu'ils aient jamais pu imaginer. La petite équipe de police dirigée par le capitaine Dubois s'arrêta devant la modeste maison de la famille à Rambouillet. De l'extérieur, la maison semblait ordinaire. La peinture des murs commençait à s'écailler. Il y avait une petite pelouse avec un étendoir à linge et, sur le devant, une vitrine et un comptoir en inox que Serge utilisait pour vendre ses charcuteries. Lorsque les agents arrivèrent, Serge était en train de nourrir ses poules derrière la maison. C'était un homme corpulent au visage dur, mais une lueur de surprise traversa son regard un bref instant. Il tenta de la dissimuler derrière un sourire forcé et lança « Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Il fallait vraiment venir avec la police ?» Antoine maîtrisa ses émotions. « Ça fait 3 jours que Mélanie a disparu, papa. Je ne crois pas qu'elle soit partie comme ça. » Serge soupira, feignant l'impuissance. « Depuis notre dispute ce soir-là, elle était en colère et elle est partie. Je suis aussi perdu que toi. » Dans le salon, il se contenta de répéter l'histoire de la dispute pour l'argent destinée à la mère de Mélanie en Normandie, sans ajouter de nouveaux détails. Mais son attitude excessivement calme ne fit qu'accroître les soupçons du capitaine Dubois. L'équipe inspecta ensuite la chambre de Mélanie. L'armoire semblait avoir un petit vide, mais sur la coiffeuse, le coffret à bijoux de leur mariage était toujours là. Dans un tiroir, le portefeuille de Mélanie, contenant sa carte d'identité, sa carte vitale et de l'argent liquide, était intact. Pour le capitaine Dubois, il était illogique qu'une femme quitte son domicile à cause d'une dispute d'argent en laissant derrière elle tous ses objets de valeur. À ce moment-là, dans un coin de la pièce, le petit Léo jouait avec une voiture. L'enfant regardait les hommes en uniforme avec étonnement. Le capitaine Dubois s'accroupit près de lui et demanda d'une voix douce « Léo, est-ce que maman t'a emmené quelque part ces derniers jours ?» Le petit garçon secoua la tête. « Alors, Léo, tu sais où est partie maman ?» L'enfant arrêta de jouer un instant, puis répondit avec innocence. « Maman dort. Elle dort depuis longtemps. » Un silence glacial envahit la pièce. Antoine se tourna, le visage crispé par l'inquiétude, tandis que l'expression de Serge se figea avant qu'il ne se force à rire pour dissimuler sa gêne. Ce n'est qu'un enfant, il dit n'importe quoi. Il veut peu être dire que sa mère est allée dormir chez sa grand-mère. Mais pour le capitaine Dubois, les mots innocents d'un enfant de 4 ans pouvaient être un indice crucial. Les enfants mentent rarement sur des choses simples. Il nota cela mentalement, de plus en plus convaincu que quelque chose était dissimulé dans cette maison. Après avoir inspecté les autres pièces sans trouver d'indices significatifs, l'équipe retourna dans le jardin. Le capitaine Dubois resta immobile un instant, observant la petite maison qui semblait désormais renfermer de lourds secrets. L'attitude trop calme de Serge, les bijoux et les documents importants laissés sur place, ainsi que les paroles innocentes de Léo, tout indiquait que Mélanie n'avait en réalité jamais quitté cette maison. Le capitaine Dubois se tourna vers Antoine. « Est-ce qu'un de vos voisins a une caméra de surveillance qui filme en direction de votre maison ?» Antoine désigna la maison d'en face. « Oui, monsieur Durand, qui tient le magasin de matériaux de construction. Sa caméra est orientée pile sur notre portail. » Les yeux du capitaine Dubois s'illuminèrent. C'était une piste essentielle. Si Mélanie était vraiment partie, la caméra aurait dû l'enregistrer. S'il n'y avait aucune image, l'histoire de Serge n'était qu'un mensonge. Alors que l'équipe se dirigeait vers la maison de monsieur Durand, Serge restait sur le perron, les observant avec un regard indéchiffrable. Antoine marchait aux côtés du capitaine Dubois, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Les mots de Léo résonnaient encore dans ses oreilles. Elle dort depuis longtemps. Dans l'esprit du capitaine Dubois, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il réalisait que ce n'était plus une simple affaire de disparition. Cette affaire cachait quelque chose de bien plus sombre, et la réponse se trouvait derrière les murs de cette petite maison. La maison de monsieur Durand, le propriétaire du magasin de matériaux de construction, était située juste en face de celle de la famille d'Antoine. Le bâtiment, plus solide que les autres du quartier, était une maison à 2 étages avec un portail en fer et plusieurs caméras de surveillance bien visibles aux angles. Monsieur Durand les accueillit amicalement. Lorsque le capitaine Dubois lui expliqua le but de sa visite, il dit « Entrez, capitaine. Mes caméras tournent 24 heures sur 24. J'espère que cela pourra vous aider. » Il les fit entrer dans un petit bureau à côté du magasin. Sur un moniteur, on pouvait voir les images des différentes caméras dont l'une était pointée directement sur le portail de la maison de Serge.
Un agent de la police technique et scientifique commença immédiatement à copier les enregistrements du 1h au 4 juillet 2022. Le capitaine Dubois choisit de visionner les images du dernier jour où Mélanie avait été vue. Sur l'écran, Mélanie vaquait à ses occupations habituelles pendant la journée. Balayer les feuilles devant la maison, emmener Léo acheter des bonbons au bout de la rue. Mais à partir de l'après-midi et jusqu'à la nuit, on ne la vit plus. La caméra ne montra que Serge entrant et sortant du portail à plusieurs reprises, allumant une lumière puis rentrant. Même après minuit, aucune image ne montrait Mélanie sortant, que ce soit à pied ou avec des bagages. Antoine baissa la tête, ses larmes tombant silencieusement. L'espoir que sa femme soit simplement retournée en Normandie commençait à s'effondrer. Le capitaine Dubois soupira profondément. Pour lui, une preuve vidéo était toujours plus puissante que des mots. Le fait que seul Serge soit entré et sorti de la maison au cours des 3 derniers jours affaiblissait considérablement sa déposition. « Monsieur Durand, y a-t-il un enregistrement sonore avec les images ?» demanda le capitaine. « Non, juste l'image. Mais j'ai entendu des voisins dire qu'ils avaient entendu comme un cri cette nuit-là, sans en être certain, » répondit-il. L'information fut notée. Une fois la copie des images terminée, l'équipe prit congé. De l'autre côté de la rue, Serge les observait, le visage grave. « Qu'est-ce que c'est, capitaine ?» demanda-t-il. « Des preuves. Nous voulions juste vérifier votre histoire, » répondit sèchement le capitaine Dubois. Le regard de Serge devint nerveux. Il savait pertinemment que la caméra d'en face pouvait détruire le mensonge qu'il avait construit. Cette nuit-là, de retour au commissariat de Rambouillet, l'équipe visionna à nouveau les enregistrements. Chaque minute fut examinée en détail. Du jour jusqu'à l'aube, Mélanie n'avait effectivement jamais franchi ce portail. En revanche, on voyait Serge à plusieurs reprises transporter quelque chose vers l'arrière de la maison, mais toujours seul. Les pièces du puzzle devenaient de plus en plus claires. Mélanie n'avait jamais quitté la maison depuis la nuit de la dispute. Si c'était le cas, il était fort probable qu'elle se trouvait toujours à l'intérieur, vivante ou morte. Le lendemain, 5 juillet 2022, le capitaine Dubois présenta ses conclusions. Avec les preuves solides de la vidéosurveillance, il demanda un mandat de perquisition pour fouiller la maison de fond en comble. La demande fut immédiatement approuvée. Antoine, en apprenant la nouvelle, resta silencieux un long moment, partagé entre le soulagement de voir l'enquête progresser et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. De son côté, Serge tentait de faire comme si de rien n'était. Il avait ouvert sa boutique de charcuterie devant la maison, mais il servait les clients de manière mécanique, le visage dur. Lorsqu'un client lui demanda pourquoi sa commande de saucisses avait été soudainement annulée, Serge prétexta une panne de machine alors que, selon un de ses anciens employés, la machine fonctionnait parfaitement. Pour le capitaine Dubois, tous les indices convergeaient. Les images de la caméra, les objets de valeur laissés derrière, les mots innocents de Léo, et maintenant, ce faux prétexte de la machine en panne. Tout indiquait que Mélanie n'avait jamais quitté la maison et que Serge savait exactement ce qui s'était passé. À la tombée de la nuit, les préparatifs pour la perquisition commencèrent. L'équipe de la police scientifique apporta du matériel spécial, y compris du luminol pour détecter les traces de sang. La stratégie était claire. Éloigner Serge de la maison pour qu'il n'ait aucune chance de détruire des preuves. La nuit tomba lentement sur le quartier de Rambouillet. De l'extérieur, la maison de Serge semblait calme, sa boutique fermée. Mais tous les acteurs de cette affaire savaient que derrière ces murs ordinaires se cachait un terrible secret. Et la clé pour le percer venait de l'œil de la caméra de l'autre côté de la rue, un œil qui ne mentait jamais. Cet après-midi de juillet 2022, l'atmosphère du quartier de Rambouillet changea brusquement. Plusieurs voitures de police étaient garées devant la maison de la famille d'Antoine. Des agents de la police scientifique, vêtus de combinaisons blanches intégrales, en descendirent. Les voisins commencèrent à se rassembler sur le trottoir, certains chuchotant avec curiosité. Jusqu'alors, Serge était connu comme un charcutier travailleur. Qui aurait cru que sa maison deviendrait aujourd'hui le centre d'une telle attention? Avant le début de la perquisition, le capitaine Dubois présenta le mandat officiel. Serge fut invité à se rendre au commissariat pour un complément d'information, laissant ainsi la maison vide. Antoine se tenait à côté du capitaine, le visage tendu, ses yeux suivant chaque mouvement des agents. Ils commencèrent par la salle de bain,
puis la cuisine, et enfin, l'atelier de production. Le capitaine Dubois ordonna à son équipe de procéder méthodiquement. Dans la salle de bain, à l'arrière de la maison, la pièce semblait trop propre. Le sol brillait et une forte odeur de produits nettoyants flottait dans l'air. Un agent pulvérisa du luminol sur les murs et le sol, puis éteignit la lumière. Soudain, une faible lueur bleu-vert apparut près du siphon d'évacuation. « Traces de sang », murmura un agent. « Nettoyé, mais des traces subsistent. » Antoine ferma les yeux, ses mains tremblaient. Le capitaine Dubois lui fit signe de garder son calme. De la salle de bain, l'équipe se déplaça vers la cuisine. L'odeur âcre de produits chimiques persistait. Des notes furent prises, mais l'attention principale se porta sur l'atelier de charcuterie. La pièce était impeccablement rangée. Un comptoir en inox, de grands couteaux, des bacs en plastique et un hachoir à viande industrielle dans un coin. Mais ce qui frappa les enquêteurs, c'est que la surface métallique du hachoir était anormalement brillante, comme si elle avait été frottée à de multiples reprises. D'habitude, cette machine n'est jamais aussi propre, commenta un ancien employé de Serge venu témoigner. C'est vrai, capitaine, mais ces 2 derniers jours, Serge a dit que la machine était en panne. Alors, on a arrêté la production. Les agents de la police scientifique prirent rapidement des photos du hachoir, puis ouvrirent le couvercle et retirèrent l'axe de broyage. C'est alors que l'atmosphère devint électrique. Entre les lames, ils trouvèrent plusieurs longs cheveux noirs emmêlés, ainsi que de minuscules fibres d'un rouge pâle. L'ancien employé porta la main à sa bouche, le visage livide. Antoine s'effondra sur une chaise, à bout de force. « Prélevez tout ça », ordonna le capitaine Dubois d'une voix ferme. Les cheveux et les fibres furent placés dans des sacs en plastique scellés et étiquetés. Les lames et l'axe du hachoir furent également emportés comme pièces à conviction. Les agents ouvrirent aussi le congélateur dans le coin. À l'intérieur se trouvaient des paquets de saucisses prêtes à être vendues, mais les étiquettes semblaient différentes de d'habitude, écrites à la hâte. Cela fut noté pour une analyse en laboratoire. Dehors, la foule s'était épaissie. La rumeur d'une découverte macabre dans la maison de Serge se propageait rapidement. Le nom autrefois respecté était maintenant murmuré avec effroi. Une fois la perquisition terminée, le capitaine Dubois se tint devant la maison. Chaque recoin semblait ordinaire, mais il était clair qu'elle renfermait une sombre vérité. Les preuves collectées furent immédiatement envoyées au laboratoire. Si les résultats correspondaient à leurs soupçons, Serge n'aurait plus aucune issue. Antoine s'approcha, la voix rauque. « Capitaine, est-ce que ça veut dire que Mélanie ?» Le capitaine Dubois le regarda. « Nous ne pouvons rien confirmer avant les résultats du laboratoire. Mais croyez-moi, nous allons tout mettre en lumière. » Cet après-midi-là, alors que les pièces à conviction étaient chargées dans le fourgon de la police scientifique, le ciel de Rambouillet s'assombrit. Un vent sec se leva, apportant une atmosphère glaçante. La maison de Serge n'était plus simplement celle d'un charcutier. Elle était le témoin silencieux d'un mystère qui allait bientôt être résolu. 2 jours après la perquisition, une tension palpable régnait au commissariat de Rambouillet. Le bureau des enquêteurs était jonché de documents, de photos de la scène de crime et de notes épinglées sur un tableau blanc. Tous les membres de l'équipe attendaient une seule chose: les résultats des analyses du laboratoire sur les pièces saisies chez Serge. Ce midi-là, une enveloppe brune, scellée officiellement, arriva du laboratoire de la police scientifique. Le capitaine Dubois la réceptionna en personne et l'emmena dans la salle de réunion fermée. Il ouvrit lentement l'enveloppe, fixant le rapport d'analyse. Un silence de mort régnait dans la pièce. Après avoir lu, il prit une longue inspiration. L'ADN des cheveux et des fragments de tissu retrouvés dans le hachoir correspond au profil de Madame Mélanie. Cette phrase laissa tout le monde sans voix. La preuve scientifique venait de confirmer que Mélanie n'avait jamais quitté la maison. Elle avait été victime d'un crime à l'intérieur de ses propres murs. Quand Antoine apprit la nouvelle, son visage devint cireux. Il murmura à peine « Alors c'est vrai, Mélanie ne reviendra plus. » Il s'effondra sur une chaise, incapable de tenir debout. Nul besoin de mots, tout le monde comprenait l'ampleur de sa douleur. Pendant ce temps, en salle d'interrogatoire, Serge continuait de nier en bloc. Assis sur une chaise en métal, les mains croisées, il fixait le vide. « Je ne sais rien. Depuis notre dispute, Mélanie est partie. »« Ne m'accusez pas à tort, » dit-il d'un ton neutre. Le capitaine Dubois entra, tenant le dossier avec les résultats du laboratoire. Il s'assit en face de Serge, le regard perçant. «
Monsieur Serge, les preuves parlent d'elles-mêmes. L'ADN des cheveux et des tissus dans votre hachoir correspond à celui de Mélanie. Personne ne peut le nier. Le visage de Serge se crispa. Il tenta de se défendre. Il y a peu, être une erreur. Ses cheveux ont pu tomber quand Mélanie venait aider dans l'atelier. Vous m'accusez trop vite. Le capitaine Dubois se pencha en avant, sa voix basse mais pressante. Des cheveux peuvent tomber, oui, mais des fragments de tissu humain n'apparaissent pas tout seuls. La police scientifique a trouvé l'ADN de Mélanie sur les lames de votre machine. La science ne ment pas. Serge serra les poings, la sueur perlant sur ses tempes. Après quelques secondes de silence, il baissa la tête, sa voix s'affaiblissant. Vous cherchez juste un coupable. Le capitaine Dubois ne répondit pas. Il sortit plusieurs photographies, le hachoir, le sac de preuves contenant les cheveux et les paquets de saucisses du congélateur. Il les posa une par une sur la table. Tout ceci était chez vous. Expliquez-moi comment ces choses sont arrivées là si vous ne savez rien. Serge fixa longuement les photos. Ses lèvres tremblaient. Puis il se tut à nouveau. Il se frotta le visage avec force, comme pour retenir quelque chose. Il tenta une dernière fois de se montrer inflexible. « Je maintiens que je n'ai rien fait de mal, dit-il faiblement, même si sa voix était chancelante. Voyant cela, le capitaine Dubois changea de tactique. Il parla lentement. « Monsieur Serge, le petit Léo est encore très jeune. Il a besoin de la vérité. Si vous continuez à mentir, Antoine ne saura jamais ce qui est vraiment arrivé à sa femme. Avez-vous le cœur de laisser votre petit-fils grandir sans aucune certitude ?» Ces mots laissèrent Serge silencieux un long moment. Il baissa la tête, ses épaules tremblaient légèrement. Mais alors que les officiers s'apprêtaient à prendre note, il inspira profondément, tentant de retrouver sa contenance. « Je n'avouerai pas quelque chose que je n'ai pas fait. » L'interrogatoire fut suspendu. Serge fut laissé seul dans la pièce, fixant le mur, le corps raide. Dehors, le capitaine Dubois sortit, le visage grave. Antoine, qui attendait, demanda aussitôt. « Alors ?» Le capitaine lui tapota doucement l'épaule. « Ces murs commencent à se fissurer. Croyez-moi, la vérité ne peut pas rester cachée éternellement. » Cette nuit-là, l'équipe d'enquêteurs élabora une nouvelle stratégie. Serge pouvait encore tenir bon, mais il savait que son temps était compté. Quand les preuves ont parlé, les mensonges ne sont qu'un moyen de retarder l'inévitable. Le lendemain matin, le commissariat de Rambouillet était de nouveau en effervescence. Bien que les résultats du laboratoire soient clairs, Serge s'obstinait dans son déni. L'équipe d'enquête savait qu'il fallait un nouveau coup de théâtre pour briser son mur de mensonges. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Céline, la meilleure amie de Mélanie depuis le lycée, arriva, le visage accablé de chagrin. Elle apporta le téléphone portable que Mélanie lui avait confié quelques semaines avant sa disparition. « Capitaine être que cela peut aider. La dernière nuit, Mélanie m'a envoyé un message vocal, dit Céline à voix basse. L'équipe informatique examina immédiatement le téléphone. Dans une application de messagerie, il y avait un fichier audio de 2 minutes. La voix de Mélanie, bien que tremblante, était claire. « Céline, je suis si fatiguée en ce moment. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe tout le temps, même quand je suis dans la cuisine ou la salle de bain. J'ai peur, mais je ne sais pas à qui en parler. Antoine est loin, et si je lui disais, ça pourrait devenir une grosse affaire. Souhaite-moi d'être forte. » Un silence de plomb s'installa dans la pièce. La voix angoissée de Mélanie figea tout le monde. Antoine se couvrit le visage de ses mains, incapable de prononcer un mot. Céline serra son téléphone, ses larmes coulant lentement. Le capitaine Dubois comprit que c'était la preuve émotionnelle qui pourrait faire basculer Serge. Il apporta une copie du fichier audio en salle d'interrogatoire. Serge attendait déjà, le visage épuisé. Sans un mot, le capitaine Dubois lança l'enregistrement. « J'ai l'impression que quelqu'un m'observe tout le temps. J'ai peur. » Serge sursauta, ses yeux s'écarquillant, sa respiration devenant irrégulière. « Monsieur Serge, » dit calmement le capitaine Dubois, « c'est la voix de Mélanie, la nuit avant sa disparition. Elle se sentait observée. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Serge secoua vivement la tête. « C'est juste une impression. Les femmes s'inquiètent souvent pour rien. » Le capitaine Dubois s'approcha, le regard acéré. « Mais maintenant, les preuves scientifiques prouvent que sa peur était fondée. Ses cheveux et des fragments de sa chair étaient dans votre hachoir. » Serge s'agrippa à sa chaise.
une sueur froide coulant sur son visage. Il tenta de se débattre. « Ça n'a pas de sens. Vous interprétez les choses. Cette voix n'est pas une preuve de ma culpabilité. » Le capitaine Dubois ne lâcha pas. Il sortit une photo du petit Léo, le petit-fils de Serge. Léo a seulement dit que sa maman dormait depuis longtemps. Ces mots correspondent à ce que nous avons découvert. Avez-vous le cœur de laisser ce petit garçon grandir sans connaître la vérité? Le visage de Serge changea. Il baissa la tête, ses épaules secouées de tremblement. Ses deux mains couvraient son visage. Un instant, il resta silencieux, respirant lourdement. Mais alors que le capitaine Dubois insistait de nouveau, il tenta de se redresser. « Je voulais juste protéger ma famille. Ne mélangez pas un sentiment de peur avec la réalité. » Le capitaine Dubois le fixa longuement. « Une famille se protège avec la vérité, pas avec des mensonges. » La voix de Mélanie vous enterra pour toujours. L'interrogatoire fut suspendu. Serge fut laissé seul dans la pièce. Une caméra enregistrait chacun de ses mouvements. Derrière un miroir sans teint, le capitaine Dubois observait. Serge semblait agité, bougeant sur sa chaise, se frottant le visage, puis frappant la table d'une main tremblante. « Il est en train de craquer », murmura le capitaine à un collègue. Le message a percé sa carapace. Demain, nous allons le confronter avec toutes les preuves en même temps. La nuit passa. Les lumières du commissariat restèrent allumées. Une guerre psychologique se jouait entre un mensonge qui tentait de survivre et une vérité qui se révélait peu à peu. Le lendemain serait le jour du jugement. Le matin du 9 juillet 2022, la salle d'interrogatoire du commissariat de Rambouillet fut préparée avec une solennité inhabituelle. Toutes les preuves étaient méthodiquement disposées sur la table, le rapport de laboratoire confirmant la correspondance ADN, les photographies des pièces à conviction saisies chez Serge, le message vocal angoissé de Mélanie et les dépositions des voisins ayant entendu un cri cette nuit-là. Le capitaine Dubois avait décidé qu'aujourd'hui marquerait un tournant. Serge fut amené, menotté. Son visage était hagard, ses yeux cernés. Il essayait encore de maintenir une certaine contenance en s'asseyant droit. Ces derniers jours, il était resté silencieux, son corps semblant épuisé, comme s'il n'avait plus la force de nier. Le capitaine Dubois commença l'interrogatoire d'une voix calme mais incisive. Il souligna que toutes les preuves étaient irréfutables et que mentir ne ferait qu'aggraver sa situation. Il ouvrit lentement le dossier des résultats de laboratoire, puis diffusa à nouveau le message vocal de Mélanie. La voix de la jeune femme résonna, faible et pleine d'anxiété, comme si elle s'échappait des murs froids de la salle d'interrogatoire. Ensuite, le capitaine Dubois sortit une photo du petit Léo, le petit-fils de Serge, avec son sourire innocent, comme s'il demandait où était sa mère. Serge resta longtemps la tête baissée, les mains serrées, respirant lourdement. Pour la première fois, il ne releva pas immédiatement la tête pour nier. Dans le silence de la pièce, seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Au milieu de ce silence, il murmura, presque pour lui-même, que depuis la mort de sa femme, sa vie lui semblait vide. Le capitaine Dubois saisit cette ouverture. Il se rapprocha légèrement et lui demanda de raconter ce qui s'était réellement passé la nuit où Mélanie avait disparu. D'une voix rauque, Serge finit par admettre que cette nuit-là, lui et Mélanie s'étaient violemment disputés. Mélanie avait crié. Paniqué et craignant que les voisins n'entendent, il avait seulement voulu la faire taire, mais ses mains avaient été trop fortes. En un instant, il avait réalisé qu'il était trop tard. Ses mots sortirent de manière décousue, pleins de remords, mais suffisamment clairs pour ouvrir la voie à la vérité. Le capitaine Dubois ne l'interrompit pas, laissant chaque mot sortir tel quel. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait fait ensuite, Serge se frotta le visage avec force. Il dit simplement qu'il avait eu peur, que ses pensées étaient confuses et que tout ce qu'il avait fait par la suite était uniquement motivé par la peur. Il s'arrêta de parler, ses épaules tremblant légèrement. Il n'y avait plus de déni farouche comme auparavant. Ce n'était pas encore une confession complète, mais c'était suffisant pour montrer que le mur de mensonges qu'il avait construit commençait à s'effondrer. Le capitaine Dubois ferma le dossier devant lui et dit que c'était suffisant pour aujourd'hui. Il assura à Serge qu'il se reparlerait le lendemain et qu'il était temps pour lui de dire toute la vérité. Serge hocha simplement la tête, le visage empreint d'épuisement. Dehors, Antoine attendait, le regard interrogateur. Il ne pouvait prononcer aucun mot, ses yeux fixés sur la porte. Le capitaine Dubois s'approcha de lui, lui tapota l'épaule et dit «
il a commencé à parler. Même si toute la vérité n'était pas encore révélée, Antoine baissa la tête, ses larmes coulant sans un bruit. Cette nuit-là, une atmosphère plus calme régnait au commissariat. Tout le monde réalisait que le sombre secret, si longtemps gardé, commençait à se dévoiler. Il ne restait plus qu'à attendre que Serge trouve le courage de tout raconter, sans plus se cacher derrière ses mensonges. Le lendemain, 10 juillet 2022, la salle d'interrogatoire du commissariat de Rambouillet fut de nouveau le témoin silencieux d'une lourde vérité. Serge fut amené, ses pas lents, son visage défait, son corps semblant vidé de toute force. Il n'y avait plus de traces de l'attitude provocante des jours précédents, seulement un regard vide qui, de temps en temps, se posait sur le sol. Le capitaine Dubois attendait, le dossier en main. Mais cette fois, il ne dit pas grand-chose. Il ouvrit simplement la conversation par une phrase simple. « Aujourd'hui, monsieur Serge, vous devez tout raconter. » Serge ferma les yeux un instant, puis inspira profondément. D'une voix rauque, il commença à dévoiler l'histoire qu'il avait gardée pour lui. Cette nuit-là, raconta-t-il, il était rentré chez lui ivre après avoir bu avec des connaissances. Une petite dispute avec Mélanie à propos d'argent pour les courses avait dégénéré en une violente altercation verbale. Mélanie avait crié. La plus grande peur de Serge était que le déshonneur parvienne aux oreilles des voisins. Paniqué, il s'était approché, essayant de la faire taire, mais son geste était transformé en tragédie. En un instant, Mélanie était devenue silencieuse pour toujours. Ensuite, il avait tourné en rond comme un fou, la peur le submergeant. Peur d'aller en prison, peur de ruiner son commerce, peur que son petit-fils le déteste, et peur que tout le village condamne le nom de sa famille. Je ne savais pas quoi faire. Tout ce que j'ai fait après, c'était par peur, dit-il à voix basse, des larmes coulant sur ses joues. Il n'entra pas dans les détails macabres, disant seulement qu'il avait essayé d'effacer les traces en utilisant ce qu'il avait sous la main dans la maison. Ces mots plongèrent la pièce dans un silence glacial. Le capitaine Dubois ne dit rien, le fixant attentivement pour s'assurer que chaque mot était correctement enregistré. Chaque phrase qui sortait devenait une preuve, chaque pause pour respirer, un nouveau poids dans le dossier d'instruction. Lorsque Serge signa finalement sa confession écrite, sa main tremblait. L'encre du stylo vacillait, comme si chaque lettre était un aveu de son péché. Une fois l'interrogatoire terminé, Serge fut aidé à sortir de la pièce. Son corps était mou, son visage plongé dans le remords. Il n'y avait plus de déni, seulement l'épuisement d'un vieil homme qui avait finalement cédé à la vérité. Dehors, Antoine n'attendait plus avec anxiété comme les jours précédents. Il était assis en silence sur un banc, ses deux mains serrant ses genoux, son regard vide fixé sur le mur. Quand le capitaine Dubois s'approcha et lui annonça qu'il l'avait avoué, Antoine hocha simplement la tête lentement. Il ne pleura pas, ne cria pas. Il se leva simplement et sortit du bâtiment, laissant derrière lui le long couloir froid. Cette nuit-là, le commissariat de Rambouillet retrouva un calme total. D'un côté, l'équipe d'enquête était soulagée que la vérité ait enfin éclaté. Mais il savait aussi que ce n'était pas la fin. Les aveux n'étaient que le début d'un long chemin pour la famille de Mélanie. Le chemin vers la justice ne faisait que commencer. Et pour les habitants du village, cette nouvelle allait devenir une onde de choc difficile à apaiser. La nouvelle des aveux de Serge se répandit rapidement, plus vite que l'équipe d'enquête ne l'avait prévu. Le lendemain matin, après que la nouvelle eut fui de la salle d'interrogatoire, des chuchotements s'élevèrent dans les boulangeries, sur le marché, et même devant les maisons des habitants. La petite ville de Rambouillet, autrefois si paisible, était maintenant secouée par la rumeur. Les gens avaient du mal à croire que le vieil homme qu'ils connaissaient, comme un commerçant aimable, pouvait cacher un si sombre secret. Certains secouaient la tête, d'autres se couvraient la bouche, et d'autres encore choisissaient de se taire, comme si le simple fait de prononcer son nom était une honte. Chez Antoine, l'atmosphère était lourde de chagrin. Il restait assis dans le salon pendant des heures, les yeux vides fixés sur une photo de Mélanie accrochée au mur. Sa mère malade ne pouvait que rester allongée, pleurant en silence. Le petit Léo, lui, continuait de jouer dans le jardin, sans comprendre ce qui se passait, demandant encore quand sa maman rentrerait à la maison. Cette question innocente transperçait les cœurs à chaque fois qu'elle était posée. Céline vint lui rendre visite cet après-midi-là. Elle n'arriva pas les mains vides, apportant un repas, mais alla directement jouer avec Léo pour détourner son attention. « Tu dois être fort, mon grand »,
lui murmura-t-elle en le prenant par la main pour dessiner sur une feuille de papier. En même temps, elle jeta un regard à Antoine, les yeux humides, comme si elle voulait dire tant de choses mais savait qu'aucune phrase ne pourrait guérir la blessure de son ami. Sa présence devint un petit soutien, même si ce n'était qu'un silence partagé. Au commissariat de Rambouillet, la procédure judiciaire suivait son cours. Serge fut officiellement mis en examen et le dossier d'instruction fut finalisé. Le procureur de la République reçut le rapport préliminaire et le procès n'attendait plus qu'une date. Bien que le processus se déroulât selon les règles, chaque fois que l'équipe d'enquête relisait les aveux, un sentiment de tristesse les envahissait. Ils étaient habitués aux affaires difficiles, mais celle-ci concernait une famille détruite de l'intérieur, ce qui était encore plus poignant qu'un crime ordinaire. Les médias locaux commencèrent à rapporter l'affaire sous différentes versions. La police tenta de contrôler la diffusion des détails sensibles, mais les rumeurs continuaient de circuler. Certains disaient que Serge était stressé par les pressions de la vie. D'autres croyaient qu'il était malveillant depuis longtemps. Ces versions confuses ne faisaient qu'embrouiller davantage la société. Le village lui-même était divisé. Certains étaient en colère, se sentant trahis dans leur confiance. On le connaissait comme un homme bon. Qui aurait pu penser ça? Dit un homme au café du coin, tandis que d'autres choisissaient d'avoir peur et de fermer leurs portes à double tour chaque soir. La maison de Serge, désormais scellée par la police, se dressait silencieusement au coin de la rue, symbole de la tragédie qui avait secoué toute la communauté. Les enfants qui passaient devant accéléraient le pas, n'osant pas regarder. Pour Antoine, chaque jour était devenu une épreuve sans fin. Il devait s'occuper de sa mère, élever Léo, et affronter les regards pleins de pitié et les chuchotements des voisins qu'il ne pouvait arrêter. Ses nuits étaient remplies de cauchemars, et chaque réveil n'apportait qu'un silence pesant. Dans son cœur, il savait que le chemin était encore long. Il devait faire face au procès, porter le fardeau d'un nom de famille terni, et en même temps, essayer de préserver les bons souvenirs de Mélanie pour leur fils. Cette nuit-là, Antoine s'assit sur la terrasse, observant le village silencieux, mais rempli d'agitation. Au loin, les voix des voisins se faisaient encore entendre, mi-crédules, mi-choqués. Le village autrefois paisible était maintenant fracturé par la peur et la colère. Tout le monde savait que la prochaine étape ne se jouerait plus au commissariat, mais dans une salle d'audience. Et c'est là que tous les regards se tourneraient pour voir si la justice pouvait vraiment être rendue. Le 20 août 2022, un mois après les aveux de Serge, la salle d'audience du tribunal de grande instance de Versailles était comble dès le matin. Des habitants de Rambouillet avaient fait le déplacement, certains par curiosité, d'autres pour voir la vérité de leurs propres yeux, après n'avoir entendu que des chuchotements. Des policiers assuraient la sécurité à l'entrée, organisant la file pour éviter que la salle ne soit bondée. L'atmosphère était pesante. Chaque conversation était étouffée par la tension. Antoine était assis au premier rang, aux côtés de Céline. Son visage était blême, ses yeux cernés, ses cheveux en désordre. Il n'avait presque pas dormi de la nuit, ressassant comment il allait affronter cette journée. Céline lui serrait la main, essayant de lui transmettre sa force sans un mot. Derrière eux, quelques voisins étaient venus, le visage mêlant colère, déception et incrédulité. Quand une porte latérale s'ouvrit et que Serge fut introduit, un silence de mort tomba sur la salle. Le vieil homme marchait lentement, le visage défait, les yeux baissés. Il ne restait plus rien de l'image de l'homme imposant que les villageois avaient connu. Seul un corps frêle, portant un fardeau écrasant. Il s'assit sur le banc des accusés, les mains posées sur la table, sans tourner la tête pour regarder qui que ce soit. Le président du tribunal entra, le marteau frappa et le procès commença. Le procureur se leva et lut l'acte d'accusation d'une voix grave. Le nom de Mélanie fut mentionné à plusieurs reprises, et à chaque fois, la poitrine d'Antoine se serrait. Il baissa la tête, retenant ses larmes, tandis que Céline lui frottait doucement l'épaule. L'accusation décrivait comment Serge avait perdu le contrôle, comment il avait tenté de dissimuler son crime, et comment les preuves scientifiques avaient tout révélé. L'atmosphère dans la salle était glaciale. Certains voisins secouaient lentement la tête, d'autres se couvraient la bouche. Quand ce fut le tour de la défense, l'avocat de Serge tenta de plaider des circonstances atténuantes. Il insista sur l'âge avancé de Serge, sa santé déclinante et son casier judiciaire vierge. « Mon client regrette son acte, dit-il doucement. Et ce regret, il le portera toute sa vie. » Mais ces mots n'améliorèrent pas l'ambiance. Pour ceux qui étaient présents,
La faute de Serge était trop lourde pour être effacée par quelque raison que ce soit. Serge eut l'occasion de parler. Il se leva, le corps tremblant. Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. « Je regrette. Je sais que j'ai mal agi. Je ne demande pas pardon pour être libéré, car je sais que c'est impossible. J'espère juste qu'un jour, mon petit-fils pourra comprendre. » Cette phrase fit lever la tête à Antoine, qui regarda son beau-père avec des yeux rougis, pleins de douleur. Aucun mot ne sortit, seulement un regard froid qui semblait dire « Je ne pardonnerai jamais ». L'audience de ce jour-là ne dura pas longtemps. Après la lecture de l'acte d'accusation et les premières déclarations, le président ajourna l'audience. Le prochain procès était fixé pour l'audition des témoins, y compris Antoine. Alors que Serge était escorté hors de la salle, certains voisins tentèrent de s'approcher, mais furent repoussés par la police. Antoine resta assis, immobile, le corps raide. Céline lui tapota l'épaule, l'invitant à sortir. Sur le parvis du tribunal, les journalistes attendaient. Les caméras se tournèrent vers eux. Antoine baissa la tête, refusant de faire tout commentaire. Il savait que le plus dur l'attendait. Non pas les flashs des appareils photo, mais le fait que la semaine suivante, il devrait se tenir devant le tribunal pour témoigner contre son propre beau-père. Cette nuit-là, le village fut de nouveau agité de brèves discussions sur le premier jour du procès. Mais pour Antoine, le son du marteau du juge résonnait encore dans ses oreilles. Il savait que ce voyage ne faisait que commencer et qu'il faisait désormais partie du processus judiciaire qui déciderait de la fin de la tragique histoire de sa famille. Le deuxième jour du procès eut lieu une semaine après la lecture de l'acte d'accusation. La salle d'audience du tribunal de Versailles était de nouveau bondée. Peu, être même plus que la première fois. Tout le monde savait qu'aujourd'hui, c'était le tour des témoins d'être appelés. L'atmosphère était tendue. Les chuchotements se mêlaient aux regards acérés, comme si tout le monde était impatient d'entendre la vérité de la bouche de ceux qui allaient témoigner. Antoine fut le premier appelé. Il s'avança, le visage blême, le corps raide et les yeux rougis par une nuit blanche. Après avoir prêté serment, il s'assit sur le banc des témoins. Le procureur commença par des questions simples. Quand avait-il parlé à Mélanie pour la dernière fois? Que savait-il de la relation entre son beau-père et sa femme? Et comment s'était-il senti en apprenant la disparition de Mélanie? La voix d'Antoine était tremblante mais ferme. Il raconta que Mélanie était une épouse aimante et une mère qui n'aurait jamais abandonné son enfant. Lors de leur dernier appel, sa voix était normale. 3 jours plus tard, elle avait disparu. « Je savais que quelque chose n'allait pas », dit-il à voix basse. Lorsque le procureur l'interrogea sur son beau-père, Antoine resta silencieux un long moment, puis déclara « Je ne m'y attendais pas, mais je ne peux pas fermer les yeux sur les preuves. » Ces mots firent taire toute la salle. Tout le monde sentait le poids d'un gendre devant témoigner contre son propre sang. L'avocat de la défense tenta de le presser, suggérant qu'il pouvait y avoir un malentendu, qu'Antoine ne savait être pas vraiment ce qui s'était passé. Mais Antoine répondit sèchement « Je veux juste que justice soit faite pour Mélanie, même si c'est mon beau-père qui l'a fait, que la loi décide. » Ces mots résonnèrent clairement, faisant baisser la tête à beaucoup, par compassion. Après Antoine, ce fut le tour de Céline. Malgré sa nervosité, elle parla d'une voix claire. Elle raconta leur amitié depuis l'enfance, le changement de comportement de Mélanie ces derniers mois, et le fait que Mélanie lui avait laissé entendre que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Le message vocal de Mélanie fut diffusé à nouveau, bref mais suffisant pour glacer l'atmosphère. Céline affirma « Je connais la différence entre une peur ordinaire et une peur réelle. » Plusieurs voisins furent ensuite appelés. Ils confirmèrent leur déposition en racontant les cris entendus la nuit du drame et l'atmosphère anormalement silencieuse de la maison de Serge. Ces témoignages fragmentés contribuèrent à brosser un tableau clair pour le jury. Sur le banc des accusés, Serge restait la tête baissée. De temps en temps, il jetait un regard vers Antoine, mais baissait rapidement les yeux à nouveau. Aucun mot ne sortit de sa bouche, seulement le visage d'un vieil homme qui semblait s'affaiblir de plus en plus sous les lumières de la salle d'audience. Les réactions des habitants dans la salle étaient variées. Certains retenaient leurs larmes, d'autres chuchotaient en secouant la tête et d'autres encore fixaient le vide comme s'ils avaient encore du mal à accepter la réalité. Tous avaient l'impression d'assister à quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé se produire dans leur petite ville. Une fois que tous les témoins eurent déposé, le président ajourna l'audience.
Le procès se poursuivrait la semaine suivante avec les plaidoiries finales du procureur. Antoine sortit de la salle d'audience, les pas lourds. Céline marchait à ses côtés. Dehors, les caméras des journalistes se tournèrent à nouveau vers lui, mais il se contenta de baisser la tête un instant, puis continua son chemin. Dans son cœur, il savait que la prochaine audience serait encore plus difficile. C'est là que le réquisitoire final serait lu, et que l'avenir de son beau-père, ainsi que la fin de la blessure de sa famille, commencerait à se dessiner. Une semaine plus tard, la salle d'audience du tribunal de Versailles était de nouveau comble. Les habitants s'étaient déplacés en masse. L'atmosphère était tendue dès le matin. L'air dans la salle était lourd, et tous les chuchotements cessèrent dès l'entrée du président du tribunal. Serge fut amené. Ses pas lents. Sa tenue de détenu orange semblait flotter sur son corps de plus en plus maigre. Il s'assit sur le banc des accusés, la tête baissée, comme s'il n'avait plus la force de regarder qui que ce soit. Le président ouvrit l'audience, donna la parole au procureur pour sa plaidoirie finale. Le procureur se leva, ouvrit un épais dossier et résuma les faits, la liste des preuves et les témoignages révélés lors des audiences précédentes. Puis, d'une voix grave, il requit une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de l'accusé Serge. Cette phrase résonna clairement, plongeant la salle dans un silence de mort. Certains habitants venus assister se regardèrent. D'autres se couvrirent la bouche de stupeur, tandis que d'autres encore baissèrent simplement la tête, le visage triste. Antoine, assis au premier rang, sentit sa poitrine vibrer violemment. Il savait qu'une peine sévère était possible, mais entendre ces mots directement lui coupa le souffle. D'un côté, il voulait justice pour Mélanie, mais de l'autre, il était toujours le gendre qui devait voir son beau-père condamné à vie. Céline, à ses côtés, serra fermement sa main. Après le procureur, ce fut le tour de l'avocat de la défense. Il se leva et commença sa plaidoirie calmement. Il admit la culpabilité de son client, mais demanda au tribunal de prendre en compte des facteurs atténuants. Outre l'âge avancé de Serge et sa santé déclinante, l'avocat souligna que Serge était connu comme un homme bon dans la communauté, un commerçant travailleur sans antécédents criminels, et qu'il montrait maintenant un profond remords. « Mon client est conscient que son péché ne peut être effacé, dit-il, mais il reste un être humain qui a mené une vie honnête avant de s'égarer à cause d'une erreur tragique. » Mais ces mots ne purent effacer la blessure dans le cœur de ceux qui écoutaient. Un homme assis au fond murmura « Le bien du passé ne ramènera pas Mélanie. » Beaucoup hochèrent lentement la tête. Ensuite, Serge eut une dernière occasion de parler. Il se leva, le corps tremblant, et regarda le président avec des yeux embués. « Je regrette. Je ne cherche pas d'excuses. Quelle que soit la sentence, je l'accepte. J'espère juste qu'un jour, mon petit-fils trouvera la paix. » Sa voix rauque fit de nouveau taire la salle. Finalement, le président clôtura l'audience, annonçant que le verdict serait rendu lors de la prochaine séance. Le marteau tomba, son bruit résonnant longuement, marquant la fin d'une journée chargée de tension. En sortant de la salle, Antoine fut assailli par les journalistes. Il dit simplement « J'ai confiance en la justice. Je veux justice pour ma femme. » Puis il s'éloigna rapidement de la foule, Céline toujours à ses côtés. Cette nuit-là, le village fut de nouveau agité de conversations. Certains pensaient que la perpétuité était méritée, d'autres la jugeaient trop sévère pour un vieil homme. Mais tous s'accordaient sur une chose. La prochaine audience serait le point culminant où le verdict du tribunal déciderait de la fin de cette longue histoire. Antoine, assis dans sa chambre, regardait longuement une photo de famille où ils étaient tous heureux. Il savait que dans quelques jours, la décision du tribunal allait de nouveau bouleverser sa vie. Le jour du jugement arriva. Dès le matin, le parvis du tribunal de Versailles était rempli d'habitants au visage tendu. Certains étaient assis sur des bancs sous les arbres, d'autres se tenaient en petits groupes, chuchotant à voix basse, comme si personne ne voulait manquer ce moment crucial. Les caméras des journalistes étaient alignées devant le bâtiment, attendant l'épilogue de l'affaire Serge. Antoine arriva avec Céline, le visage blême, le regard absent. Dans son cœur, un conflit difficile à décrire faisait rage. Le désir de voir justice rendue à Mélanie et la douleur de voir son propre beau-père sur le banc des accusés. Céline lui tapota doucement l'épaule avant qu'il n'entre dans la salle d'audience. Dès l'entrée du président, un silence total s'installa. Serge fut amené et s'assit sur le banc des accusés. Son corps semblait encore plus faible, ses épaules affaissées, son visage marqué par les rides de la fatigue.
Il ne tenta pas de se battre, ne regarda personne, se contentant de baisser la tête en attendant le verdict qui allait sceller le reste de sa vie. Le président ouvrit le dossier du jugement. Sa voix était calme mais tranchante. Il lut les motifs juridiques, les preuves scientifiques, les témoignages des témoins et les aveux de l'accusé lui-même. Le président mentionna également la plaidoirie de l'avocat de la défense, qui avait insisté sur l'âge et la santé de Serge, ainsi que sur son remords. Tout cela fut pris en considération, mais la gravité de l'acte était trop grande pour bénéficier d'une réduction de peine significative. Puis la phrase tomba. Le tribunal condamne l'accusé, Serge, à la réclusion criminelle à perpétuité. Le coup de marteau sur la table résonna longuement. La salle d'audience resta silencieuse un instant, puis éclata en réactions diverses. Certains soupirèrent de soulagement, d'autres se couvrirent le visage, et d'autres encore murmurèrent. Enfin, Yuguanchiesa. Antoine ferma les yeux un instant, retenant une vague d'émotion qui le submergeait. Ses larmes coulèrent sans qu'il puisse les contrôler. Il ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou dévasté. Soulagé que Mélanie ait enfin obtenu justice, dévasté que son beau-père doive passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Céline lui attrapa la main, le laissant la serrer fort, comme si c'était le seul moyen de ne pas s'effondrer. Serge, lui, entendit le verdict avec un visage impassible. Pas de déni, pas de cri. Il hocha simplement la tête lentement, comme s'il acceptait que tous les chemins menaient à ce point. Ses yeux croisèrent ceux d'Antoine un bref instant, remplis de quelque chose de difficile à interpréter. Remords, amour tardif, ou simplement l'épuisement d'une âme brisée. Antoine soutint son regard. Cette fois, il n'y avait pas de colère, seulement des larmes qui coulaient. Le président clôtura l'audience d'un dernier coup de marteau. Les habitants commencèrent à se lever. Certains murmuraient que la justice avait enfin été rendue, d'autres restaient tristes, pensant à Serge comme à un vieil voisin qui devrait passer le reste de sa vie en prison. Dehors, les journalistes se précipitèrent pour encercler Antoine. Mais cette fois, il ne dit pas grand-chose. « Le verdict est tombé », dit-il brièvement. « Je veux juste vivre en paix avec mon fils. » Puis il s'éloigna, laissant la foule derrière lui, avec Céline toujours à ses côtés. Cette nuit-là, le village de Rambouillet était calme. Il n'y avait plus de rumeurs tapageuses comme auparavant. Les habitants se contentaient de discuter brièvement, puis retournaient à leur vie quotidienne. Pour eux, l'affaire était légalement terminée. Mais dans le cœur d'Antoine, le chemin était encore long. Il devait élever son fils sans Mélanie, guérir une blessure qui ne se refermerait peu, être jamais, et garder l'image d'un beau-père désormais emprisonné à vie. Dans la petite chambre de sa maison, Antoine regarda à nouveau la photo de Mélanie. « La justice est rendue », murmura-t-il doucement. « Mais tu me manques toujours autant. » Plusieurs semaines après le coup de marteau du juge, la vie reprit lentement son cours dans le quartier de Rambouillet. Mais tout le monde savait que le village ne serait plus jamais le même. L'affaire Serge avait laissé une cicatrice durable, non seulement pour sa famille, mais pour tous les habitants qui avaient été témoins de ce processus judiciaire. Antoine rentra chez lui, essayant de réorganiser sa nouvelle vie avec son jeune fils. Chaque matin, il préparait un petit déjeuner simple, puis emmenait son fils jouer dans le jardin. Le visage du petit garçon était souvent songeur, comme s'il cherchait encore sa mère. Parfois, il demandait avec innocence « Papa, quand est-ce que maman revient ?» Cette question serrait toujours le cœur d'Antoine. Il ravalait ses larmes et répondait doucement « Maman est dans le ciel, mon grand. Elle te regarde de là. Oh, toujours. » Les nuits d'Antoine étaient remplies de solitude. Le rire de Mélanie ne résonnait plus. L'odeur de ses plats qui embaumaient la maison n'était plus qu'un souvenir. Mais chaque fois qu'il était sur le point de baisser les bras, Céline venait le soutenir. Elle passait souvent, l'aidant à s'occuper de son fils, préparant des repas ou simplement s'asseyant en silence à ses côtés. « Tu n'es pas seul, Antoine, » lui dit-elle un après-midi alors qu'ils étaient assis sur la terrasse. « La vie est peu, être dure, mais tu as ton fils et je serai toujours là pour toi. » Ces mots furent un baume pour sa blessure à vif. Les habitants, eux aussi, retournèrent progressivement à leur vie normale. Certains choisirent de ne plus parler de l'affaire, comme pour l'effacer de leur mémoire. Mais d'autres en parlaient encore, d'une voix plus basse, plein d'étonnement qu'une personne qu'ils connaissaient depuis si longtemps ait pu commettre une telle atrocité. Chaque fois que le nom de Serge était mentionné, l'atmosphère devenait immédiatement silencieuse. Certains voisins tentèrent d'encourager Antoine. « Tu es un homme fort.
lui dit un vieil homme au café. Ne laisse pas le passé détruire ton avenir. D'autres proposèrent de l'aider à garder son fils ou de lui tenir compagnie les soirs de solitude. Ce soutien allégea un peu le fardeau d'Antoine, même s'il savait que la guérison prendrait beaucoup de temps. Un dimanche, Antoine emmena son fils sur la tombe de Mélanie. Ils déposèrent de simples fleurs. Le petit garçon demanda « Papa, maman dort ici ?» Antoine hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, mon grand, elle se repose ici. On va prier pour qu'elle soit en paix. » L'enfant ferma alors ses petits yeux et pria avec innocence. Les larmes d'Antoine coulèrent, mais derrière elles, une nouvelle force naissait. Il se promit d'élever son fils du mieux qu'il pouvait pour que Mélanie puisse le regarder d'en haut avec fierté. La nuit dans le village était désormais différente. Il n'y avait plus de chuchotements acerbes sur l'affaire. Les habitants préféraient retourner à leur quotidien. Mais chaque fois qu'ils passaient devant la maison de Serge, maintenant vide, un sentiment étrange les envahissait. Cette maison était devenue le symbole d'une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Antoine s'asseyait souvent, songeur, sur la terrasse de sa maison. Il pensait à sa vie, complètement bouleversée. D'un jeune homme ordinaire avec une femme et un enfant, il était devenu un père veuf portant une double blessure, la perte de sa femme et voir son beau-père emprisonné à vie. Mais de cette blessure, il avait tiré une leçon importante. La vie doit continuer, même quand la tempête a presque tout détruit. Un soir, alors que son fils dormait, Céline apporta un thermos de thé chaud. Ils s'assirent sur la terrasse, regardant le ciel sombre et étoilé. « Parfois, j'ai l'impression que je ne vais pas tenir, » dit Antoine à voix basse. Mais ensuite, je me souviens que Mélanie aurait voulu que je sois fort. Céline sourit doucement. « Et tu l'es. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent à toi, y compris moi. » Ces mots firent qu'Antoine la regarda longuement. Au milieu du silence de la nuit, il sentit comme une nouvelle lumière briller doucement dans sa vie. Pas pour remplacer Mélanie, car personne ne le pourrait, mais pour lui donner l'espoir que l'avenir ne serait peu, être pas aussi sombre qu'il le pensait. À Rambouillet, le temps continuait de s'écouler. Les habitants poursuivaient leur vie, les enfants jouaient toujours dans les jardins, les coqs chantaient encore chaque matin, et le marché était toujours animé. Mais derrière tout cela, l'histoire de Serge et Mélanie resterait à jamais une partie de la petite histoire de ce village. Un rappel que l'obscurité peut surgir là où on s'y attend le moins, et que la vraie force réside en ceux qui peuvent se relever après avoir été brisés par la perte. La saison des pluies commença à tomber sur Rambouillet. Chaque matin, la rosée perlait sur les feuilles et le bruit de la pluie fine frappait les toits des maisons. Le temps continuait d'avancer, éloignant peu à peu tout le monde de l'agitation du procès qui avait secoué la région. Mais ces traces demeuraient, non seulement dans les archives du tribunal, mais dans le cœur de ceux qui l'avaient vécu de près. Antoine vivait désormais chaque jour plus sereinement. La blessure n'avait pas disparu, mais il apprenait à vivre avec. Chaque fois qu'il regardait son fils, il trouvait une raison de se battre pour continuer. Le sourire innocent de son fils lui rappelait que l'amour n'avait pas disparu, mais qu'il vivait encore dans le fruit de cet amour. Céline restait à ses côtés, à la fois amie et soutien. Elle savait qu'il n'était pas facile pour Antoine d'oublier cette tragédie, mais elle savait aussi que les êtres humains ne survivent qu'en s'entraidant. « On ne choisit pas les épreuves de la vie, » dit-elle un après-midi, « mais on peut choisir comment les surmonter. » Ces mots s'ancrèrent profondément dans le cœur d'Antoine. Les habitants, eux aussi, retrouvèrent peu à peu leur équilibre. Ils ne chuchotaient plus de rumeurs, mais se taisaient plutôt lorsque le nom de Serge était évoqué. Il y avait un mélange de pitié et de peur, mais surtout un sentiment de gratitude. Gratitude que la justice ait été rendue, gratitude d'avoir appris une leçon précieuse, à savoir que personne ne peut sonder le cœur de l'homme, et que prendre soin de sa famille, l'amour et la communication sont des choses qui ne peuvent être négligées. Pour Antoine, ce voyage n'était pas seulement une histoire de perte, mais aussi la découverte d'un nouveau sens à sa vie. Il avait appris que la justice peut être amère, mais que sans elle, une blessure ne peut jamais être guérie. Il avait appris que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, mais qu'il y a toujours une force cachée derrière les prières, le soutien et l'amour sincère. Les nuits de silence, lorsque la pluie tombait fort et que le vent soufflait, Antoine s'asseyait souvent sur la terrasse, regardant le ciel sombre. Il pensait à Mélanie avec des larmes, mais aussi avec un léger sourire. « Je vais bien », murmurait-il, comme s'il parlait à l'esprit de sa femme. « Je m'occuperai de notre fils comme tu l'as toujours fait, avec amour. » L'histoire de Serge, Mélanie et Antoine
est devenue une partie de l'histoire de cette petite ville. Une histoire sombre et douloureuse, mais aussi une leçon inestimable sur le sens de l'amour, de la responsabilité et de la résilience. La blessure restera peu, être toujours, mais c'est de cette blessure que les humains apprennent à devenir plus forts. Pour ceux qui écoutent cette histoire, espérons que nous pourrons en tirer une leçon. Un crime, même petit au départ, s'il est ignoré, peut détruire toute une vie. L'honnêteté, l'amour et la communication au sein de la famille sont des fondations inébranlables. Et peu importe la dureté de l'épreuve, il y a toujours un moyen de se relever si l'on s'accroche à l'amour et à la justice. L'histoire se termine ici, mais sa leçon demeure. Chers auditeurs, l'histoire que nous venons de suivre peut sembler lourde, pleine de blessures, et laisser de nombreuses questions en suspens. Mais c'est de cette histoire amère que nous pouvons tirer une leçon précieuse sur le sens de la vie, de la famille, de l'amour et de la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, devrions prendre soin les uns des autres. Nous oublions souvent que derrière l'agitation de chaque jour, il y a des cœurs qui ont besoin d'attention, des membres de la famille qui attendent un salut chaleureux, un petit enfant qui attend un câlin, un partenaire qui souhaite que nous l'écoutions. Les tragédies de la vie commencent souvent par de petites choses négligées, une petite dispute, une solitude jamais exprimée, une distance qui s'installe progressivement parce que nous sommes trop occupés par les affaires du monde. L'histoire de la famille d'Antoine est un exemple qui montre à quel point les liens sont fragiles si l'amour et la communication ne sont pas entretenus. De ce point de vue, nous voyons à quel point il est important de prendre soin de notre foyer, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. En tant que parents, demandons-nous si nous avons été de bons modèles pour nos enfants. Avons-nous montré l'amour, la patience et la sincérité pour qu'ils grandissent dans un environnement sain? Car la famille est la première école où les enfants apprennent le sens de l'honnêteté, de la responsabilité et de l'amour. En tant que partenaires, demandons-nous si nous avons vraiment écouté l'autre. Avons-nous accordé ces petites attentions qui peuvent sembler ordinaires, mais qui ont en réalité une grande signification? N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ne laissons pas ceux que nous aimons se sentir seuls, même sous le même toit. La vie est courte. Nous ne savons pas combien de temps nous avons pour aimer, pardonner, réparer. Alors, n'attendons pas. S'il y a des mots qui n'ont pas encore été dits, dites-les aujourd'hui. S'il y a une étreinte qui hésite encore, donnez-la maintenant. S'il y a une blessure dans le cœur, cherchez un moyen de la guérir avant qu'elle ne détruise tout. La vie nous présentera toujours des épreuves. Il y a des moments où nous perdons ceux que nous aimons, des moments où nous sommes trahis, des moments où nous tombons. Mais c'est dans les moments les plus bas que nous sommes mis au défi. Allons-nous abandonner ou nous relever avec une nouvelle force? Antoine, avec toutes ses blessures, a choisi de se battre pour son fils. C'est une leçon pour nous tous. Il y a toujours une raison de continuer à vivre, peu importe la difficulté. Chers frères et sœurs, prenons soin de nos familles. Entretenons l'amour que nous avons, même s'il est petit, même s'il est simple, car une maison remplie d'amour vaut plus que tous les trésors vides de chaleur. Soutenons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Si aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, seul, rappelez-vous que vous n'êtes pas vraiment seul. Il y a toujours quelqu'un qui se soucie de vous. Ouvrez votre cœur, tendez la main et permettez à l'amour de revenir. Et si vous écoutez cette histoire avec un cœur encore intact, soyez reconnaissants. Serrez vos proches dans vos bras ce soir. Remerciez ceux qui sont toujours à vos côtés. N'attendons pas qu'une tragédie nous rappelle que l'amour est le plus grand cadeau de la vie.